Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors, la question de l'investissement, du financement des startups est assez cruciale, voire vitale pour certaines. Notre nouveau ministre délégué au numérique a déclaré qu'il ferait tout pour atteindre les 100 licornes d'ici à 2030. Qu'en pense mon invité, investisseur, mais aussi start-upper star, qui s'apprête à faire une annonce dans ce domaine? Je ne sais pas quelle est sa réponse, mais je peux vous dire qu'on aura tous les éléments d'information que vous attendez sur son nouveau projet en exclusivité ce matin dans Smart Tech. Et puis nous commenterons les grandes actualités qui nous font réagir cette semaine avec mes deux commentateurs préférés aujourd'hui, Yann Serra et Alain Staron. Ensuite, j'interviewerai un entrepreneur qui lui est passé par la marque célèbre Atari mais a décidé de se consacrer entièrement à la blockchain. Il nous révélera également son tout nouveau projet en phase de lancement. On terminera cette édition avec notre chronique Où va le web? Où va le web? Et bien là aussi, question de financement dans Smart Tech. Et on démarre avec ce nouveau projet en exclusivité. Alors, sur le plateau de Smart Tech, aujourd'hui, on a deux commentateurs phares et stars du secteur. Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Et Yann Serra, grand reporter au Mag-IT. Bonjour Delphine. Bonjour Yann. On va ensemble commenter l'actualité. On aura notamment ce commentaire sur l'annonce de Jean-Noël Barrot, mais pas seulement, on va parler du cloud souverain. Avant, je vous propose qu'on écoute celui qui fait l'actualité aujourd'hui, puisqu'il nous a réservé une annonce en exclusivité. Anthony Bourbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Feed, une marque de nutrition fonctionnelle, équilibrée, très révolutionnaire presque, je pourrais dire, hein, dans les méthodes d'alimentation. Et puis vous êtes aussi un investisseur qui s'est fait remarquer notamment sur M6, dans l'émission Qui veut être mon associé. Et là, vous nous dites, enfin on a découvert sur votre site que vous lanciez un nouveau projet. Un projet qui va être révélé en même temps, je crois, à peu près là qu'on en parle. Il s'appelle Blast. C'est un club privé d'investisseurs. Qu'est-ce que vous voulez changer avec ce club privé ? J'ai pu observer en tant qu'entrepreneur et investisseur les difficultés que pouvaient rencontrer les startups à lever des fonds, mais aussi l'envie très forte des particuliers de participer à cette aventure, à cette verticale qui est la plus rémunératrice quand on la compare à la bourse, à l'immobilier ces 10 dernières années. Le problème, c'est qu'avec des petits tickets de 1000 ou 2000 euros, il est très compliqué d'investir dans les jeunes pousses parce que les fondateurs demandent à minima 25-30 000 euros. Et en plus, si on n'a pas de réseau ou de contact, c'est impossible. Donc là, ce que j'entends, c'est que vous nous dites, je vais créer un nouveau moyen en fait pour que tout le monde puisse avoir accès à l'investissement. Donc ça va permettre de créer un appel d'air sans doute sur le financement des startups. Mais en même temps, vous nous dites que c'est un club privé. C'est un peu paradoxal, non ? Le but, c'est de réussir à avoir assez de membres pour faire des levées de fonds rapidement. On va en faire 3 de 1 million, 1,5 million chaque mois. Et petit à petit, on va ouvrir le club. On a envie de rôder la machine parce qu'on a tout automatisé pour pouvoir aller vite. Et on n'a pas envie qu'il y ait de problème. On va le faire en mode start-up. On fait le meilleur produit possible. Alors vous démarrez avec combien de membres dans 500 membres. 500 membres environ. Et comment vous les choisirez ? Alors, on a évidemment une liste un peu VIP de tous ceux qui nous ont accompagnés depuis un moment parce que ça fait quelques années que j'ai autour de moi une centaine de personnes, beaucoup de sportifs, que ce soit dans le foot, dans le tennis ou des personnes de l'écosystème qui investissent à mes côtés, mais on le faisait de manière traditionnelle et c'était long à gérer parce qu'il fallait faire l'entremédiation entre les avocats, les fondateurs, les particuliers. Là, l'idée du club, c'est que tout le monde, en tout cas les membres du club, puissent investir à mes côtés en quelques clics. On va créer ce qu'on appelle un SPV, donc c'est une sorte de holding qui va contenir tous les actionnaires. Ce SPV va être actionnaire lui-même de la start-up et du coup il n'y a pas de démarche juridique à effectuer, nos avocats s'occupent de tout, nos comptables, et pour le consommateur, pour le particulier, ça lui permet d'investir à partir de 1 000 euros dans chaque projet jusqu'à 80 000 euros pour ceux qui veulent déployer plus d'argent. Quand vous dites investir à mes côtés, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les projets ? C'est moi qui choisis les projets, mais surtout j'investis dans chaque projet. C'est-à-dire que je vais mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros comme je le fais aujourd'hui chaque année. Et ça permet aux particuliers de réaliser que je ne le fais pas en mode leveur de fonds ou pour proposer des projets, mais je le fais avant tout pour continuer à investir et pouvoir scaler cette organisation de manière à pouvoir déployer encore plus d'argent en sachant que ce sont vraiment les meilleurs dossiers de l'écosystème. C'est un peu
Ce qu'on pourrait reprocher aux plateformes actuelles... Comment est-ce que vous garantissez que ce sont les meilleurs projets de l'écosystème? Parce que je mets mon argent dedans et j'ai cette chance aujourd'hui. Mais c'est les meilleurs projets selon vous. Oui, mais c'est vrai qu'avec le recul, quand on regarde les startups dans lesquelles j'ai investi ces 3-4 dernières années, elles sont disponibles pour la plupart sur mon site internet, on voit que c'est les dossiers qui ont le plus explosé, des dossiers qui ont été recherchés par les investisseurs professionnels, ce qu'on appelle les VC. Et c'est très dur d'aller les chercher. Le problème des plateformes actuelles, c'est qu'elles proposent des dossiers qui ont été refusés par l'intégralité du marché 1 ou 2 ans après. Typiquement, quand je vois sur des plateformes actuelles des dossiers qui sont en levée de fonds, c'est des dossiers que j'ai rencontrés dans mon bureau il y a 1 an, voire 2 ans, et auxquels on a dit non. Et c'est important que les particuliers ne soient pas un petit peu la queue du peloton, mais puissent investir dès le début. Et c'est aussi intéressant pour le fondateur de la start-up parce que ça lui fait immédiatement 500, puis bientôt 1000, 3000, 5000 clients potentiels, 5000 early adopters qui vont en plus communiquer sur le projet et l'aider à grossir. C'est un peu le concept du crowdfunding finalement. Sauf que le crowdfunding, en général, on achète plutôt des produits en avant-première. On va aider la marque en achetant des savons ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment dans une optique de gain d'argent pour participer en tant qu'actionnaire, avoir un pourcentage de l'aventure et puis évidemment pouvoir surfer sur cette vague de fonds, cette tendance très lourde des startups où on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Avec l'émission comme Qui veut être mon associé, on réalise qu'avec plus de 2,5 millions chaque semaine de personnes qui regardent l'émission, les Français ont envie de se réinventer et c'est plus un tabou l'entrepreneuriat. En fait, c'est presque les téléspectateurs de Qui veut être mon associé qui pourraient être intéressés par ce projet qui s'appelle Blast. Blast Club, effectivement. Blast Club. Comme la fusée Blast Off, quand une fusée décolle, c'est comme ça qu'on dit. Évidemment, les téléspectateurs de Qui veut être mon associé, mais aussi tous les business angels qui ont du mal à avoir des dossiers. Moi, tous les jours sur mes réseaux sociaux, on est très suivis. Des gens me demandent de participer, sauf que c'est impossible que je les mette dans la boucle. Maintenant, ce sera possible. Et alors, quand on vous interroge sur comment vous choisissez vos projets, vous dites, moi, j'aime bien arriver au tout début. C'est ce qu'on appelle le early stage, donc le seed. C'est la règle d'or ? C'est la règle d'or parce que c'est là qu'on fait les plus gros multiples. Alors c'est là qu'il y a le plus de risques aussi parce qu'on est au tout début de l'aventure et qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, donc il y a beaucoup d'intuition. On se concentre vraiment sur la qualité du fondateur ou de la fondatrice, sa courbe d'apprentissage, sa capacité à apprendre, et puis évidemment sur la scalabilité du modèle. Le marché, il faut qu'il soit énorme. On va sur des tendances de fond qui sont lourdes. On ne va pas aller s'opposer aux usages traditionnels. On va plutôt essayer de trouver la consommation de demain. Et évidemment, mes relations qui sont très bonnes avec les venture capitalistes, les VC, me permettent de savoir quelle verticale est chaude, où est-ce qu'il faut investir. Donc avant même d'investir, il n'y a pas de secteur privilégié. Vous n'allez pas être uniquement, par exemple, dans le secteur de l'alimentation, puisque c'est votre spécialité avec Feed. Non, la food tech, c'est évidemment une verticale qu'on va regarder, exploiter. Parce que vous la connaissez très bien. Tous les contacts et je sais ce qui va fonctionner, mais on ne va pas s'arrêter. On va aussi faire de la fintech, du SaaS. On va chercher des modèles qui sont très explosifs, évidemment, pour que les multiples soient forts. L'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que les particuliers puissent répartir leur argent et investir plein de tickets, par exemple de 1 000 € plutôt que d'investir 2 fois 10 000 €, de manière à diluer son risque, évidemment, puisque plus on a un portefeuille qui est large, moins on s'expose à une perte d'argent, même si évidemment les performances que j'ai eues dans le passé ne présagent pas de ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais bon, on va quand même, dans cette idée, on va quand même acheter un peu la marque Anthony Bourbon, quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est sûr. Après, quand on voit les multiples que j'ai fait depuis 4-5 ans... On est obligé de vous faire confiance. On vous suit. Pas seulement parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le club, moi je vais dire, j'investis dans ce dossier, qui même me suivent. On va organiser un visio avec les fondateurs. Moi, j'aurai due diligence, on fait ce qu'on appelle une due diligence, un audit de la boîte. J'aurai mis mes avocats dessus, des experts de la verticale. Donc moi, je serai sûr et certain d'y aller. Et ensuite, je laisse la possibilité aux autres de le faire. Mais ils ont accès aux informations, ils ont accès aux visio avec les fondateurs, ils peuvent leur poser des questions et chacun est libre, et même je vais plus loin, doit faire ses propres recherches et être convaincu. L'idée, c'est pas du tout de faire un club où les gens sont des moutons à l'instinct grégaire. Et au sein du club, on va pouvoir s'échanger ses parts dans différentes startups. Exactement, c'est l'idée. Alors ça, ce sera dans un second temps, mais on mettra effectivement une plateforme de mise en relation entre les différents membres du club, de manière à ce qu'on puisse créer de la liquidité. Et c'est un des problèmes aujourd'hui dans l'écosystème startup, c'est que quand tu investis, ça va durer 6, 7, 8, parfois 10 ans avant qu'il y ait une introduction en bourse, avant qu'il y ait une revente ou ce qu'on appelle du cash-out lors d'une levée de fonds. Et avec ce système de Blast Club, on pourra effectivement revendre ses parts
à des membres et ça permettra de choisir un petit peu son portefeuille et de le faire évoluer. Il y aura trop de membres par rapport à toutes les levées de fonds, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas participer à toutes les levées. Et l'idée, c'est que les gens qui ont loupé un dossier qu'ils aimaient vraiment puissent le faire dès le lendemain et racheter des parts. Évidemment, les propriétaires les revendront un peu plus cher, mais au moins ils pourront participer. Oui, mais là, Anthony, le contexte, il n'est pas super favorable, hein. On parle vraiment d'un tarissement des financements pour la French Tech. C'est le bon moment là pour se lancer là ce matin à 11h. C'est le moment idéal pour les business angels parce que les valorisations sont très basses et les VC, les professionnels qui sont abondés par des LPs, donc des gros investisseurs qui effectivement sont très frileux en ce moment, ne mettent plus d'argent. Et donc on est seul sur le marché et on a 1 an, peut-être 2 ans devant nous pour dispatcher un maximum d'argent, se placer sur l'intégralité des dossiers de manière à ce que quand le cycle haussier va revenir, et il va revenir, hein, c'est l'histoire de la macroéconomie, c'est des vagues, on sera tous placés et on aura eu des valorisations qui sont décentes parce que ce qu'on observe, c'est qu'en 2021-2022, il n'y avait plus aucun sens dans les valorisations des boîtes et des boîtes qui faisaient 15 millions d'euros de chiffre d'affaires étaient valorisées 4 milliards sans vouloir en citer. Et donc du coup, c'était décorrélé d'une réalité de marché et quand ils allaient en bourse, les petits porteurs se faisaient éclater parce qu'ils étaient rentrés trop tard. Là, on revient sur un marché qui est sain et comme on dit, quand la mer s'en va et se dégage, quand la marée part, on voit qu'ils se baignent à poil et il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, notamment les professionnels et c'est pour ça que c'est le moment de se placer, d'investir. C'est une belle image. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Ça vous donne envie de mettre un ticket de 1 000 € aux côtés d'Anthony? Le côté crowdfunding, en fait, il y a des choses qui sont assez similaires qui existent, que je trouve très malin. C'est le fait de pouvoir liquéfier le truc et pouvoir rentrer, sortir à peu près n'importe temps et faire des micros plus-values à son échelle. Parce que j'imagine que le deal est de gré à gré. Oui, bien sûr, les gens choisissent de venir, alors ils rentrent dans le SPV, mais au final, c'est eux qui sont directement actionnaires. Et l'idée, c'est vraiment que des gens qui puissent mettre des petits tickets de 1 000 € puissent être aux côtés de personnes comme nous qui allons mettre 80 000 € par exemple. Et puis ce qui est intéressant, c'est si on ne connaît pas du tout ce secteur et qu'on a envie d'investir ou qu'on a envie de financer. Ça permet d'être éduqué. On voit que les startups... Les petites boîtes françaises, qu'on y croit, eh bien, on peut se lancer sans prendre trop de risques finalement. Alors sans prendre trop de risques, il faut le relativiser parce qu'il y a du risque, c'est une startup. Donc on ne peut pas dire aux consommateurs, vous inquiétez pas, c'est pas de l'immobilier où tu achètes de la pierre, c'est tu achètes une explosion. Donc tu peux faire x15 ou même x50, x100, peu importe, il n'y a pas de règle. Ceux qui sont investis dans des licornes au début, ils font x1000 quoi. Mais tu peux aussi perdre l'intégralité de ton argent, mais c'est comme l'immobilier. Si tu veux faire des très bons coups, c'est pas sur des sites de vente en ligne que tu vas les faire. Il faut avoir du contact off-market et réussir c'est rassurant d'avoir en tout cas autour de soi des gens qui connaissent bien les dossiers et qui sont déjà et qui s'investissent aussi. Ouais. Merci beaucoup Anthony Bourbon donc, qui vient de nous annoncer en exclusivité tous les contours de ce projet Blast Club. Anthony Bourbon, cofondateur et patron donc, de Blast maintenant, mais aussi fondateur de Feed. C'est parti pour le débrief dans Smart Tech. Pour le débrief de Smart Tech aujourd'hui, nous avons convié Alain Staron, cofondateur d'Artifil, et Yann Serra, grand reporter au Magaïti. Bonjour à tous les deux à nouveau. Et restez avec nous en plateau Anthony Bourbon de Feed et Blast, dont il vient de révéler l'ensemble des contours dans Smart Tech. On n'a pas beaucoup de temps pour chaque actu, mais évidemment, Anthony Bourbon, vous pouvez participer au débrief avec grand plaisir. On va démarrer avec ces annonces sur le cloud souverain qui ont été faites lors d'un déplacement à Strasbourg pour l'inauguration d'un nouveau data center d'OVH Cloud. Yann, vous y étiez. Ma question simple, est-ce que ça valait le détour le déplacement? Écoutez, alors Delphine, ça valait totalement le détour. En fait, j'étais même surpris que ça valait autant le détour. Il y avait 2 annonces. En fait, finalement, il y a eu 2 événements dans un seul. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu donc OVH Cloud qui effectivement faisait sortir de terre ce nouveau data center qui remplace celui qui a brûlé il y a 1 an et demi et qui était en fait finalement l'accident industriel du secteur. C'est-à-dire qu'en fait, ça va au-delà des rumeurs qu'on a pu dire sur est-ce que c'est mal fait ou pas. C'était un véritable accident industriel comme un accident d'avion. Et donc, c'était symbolique. Ils faisaient sortir de terre quelque chose de nouveau avec des prises de position qui sont assez étonnantes. Enfin, alors, très rapidement, il y a 2 choses qui m'ont surprise là-dedans. C'est qu'en fait, dorénavant, vous savez, le problème qu'il y avait eu, c'est que les gens avaient perdu finalement leurs données. Oui. Ils ne se sont rendus compte après coup qu'il fallait faire des sauvegardes, mais ils ne le savaient pas. Et oui, c'était une option qu'il fallait acheter en plus. Bon. Et donc là, en fait, OVH va offrir les sauvegardes. Alors, ça coûte normalement très cher, donc c'est un investissement plutôt colossal. Alors, ils vont offrir les sauvegardes. Attention, hein, ça sera de la sauvegarde s'il y a de nouveau un accident.
on pourra restaurer les données. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui coûte étonnamment cher, mais dans laquelle ils investissent, c'est qu'en fait, ils vont, pour le côté écologique, si on peut dire, du data center, ils le refroidissent directement dans les serveurs. Vous savez, le water cooling, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des trucs de gamers en fait, où les gens mettaient des tuyaux d'eau pour refroidir la carte graphique, pour pouvoir que ça déploie plus de puissance. En fait, ils font ça. Donc, alors, le design du serveur est totalement différent de ce qu'on connaît. Il n'y a pas de boîtier. Les machines sont nues. Ça va très, très haut. Et en fait, ils font passer des tuyaux d'eau. Et du coup, comme ça, ils ont alors manifestement donc, le score, c'est PUE. Alors, habituellement, c'est 1,57. C'est la consommation électrique que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, les 57, c'est ce que vous avez en plus qui ne sert à rien uniquement pour refroidir les serveurs. Là, ils sont à 1,1. Donc, c'est très bien d'un point de vue écologique. Et ça, voilà, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Sur la consommation d'énergie. C'est un véritable exemple. Alors, ça, c'était pour le côté OVH Cloud qui, montre l'exemple qui se veut un petit peu la locomotive des data centers en France. Et alors, on a eu quand même le déplacement du commissaire européen Thierry Breton, de Bruno Le Maire, de Jean-Noël Barrot. Enfin bon. Eh bien, écoutez, et alors là, voilà du beau monde, parce que les inaugurations de data centers, j'en ai fait beaucoup. En général, vous avez toujours les élus locaux, mais là, on avait quand même le gouvernement qui était là, et puis le commissaire européen. Alors, en fait, ils en ont profité pour en remettre une couche, pardonnez-moi, le terme n'est pas bon, mais pour appuyer en fait leur politique de cloud souverain. C'est super important, parce qu'on se rend compte... Appuyer ou revirement, voilà. Il y a différentes interprétations. Disons qu'on est passé à une étape supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la France, en Europe, est le pays qui montre la voie du cloud souverain, qui dit non aux géants américains, et avec... écoutez, Bruno Le Maire, il a été assez clair, même assez virulent, on peut le dire, en disant bon voilà, on ne peut pas accepter que les lois américaines s'appliquent sur les données des entreprises françaises. C'est pas possible, même si les Américains sont nos amis. Il n'est pas question, donc c'est la loi, c'est le Cloud Act. Qui permet... Et FISA aussi, qui permet effectivement aux Américains de ressortir des données des territoires où qu'ils soient. On doit accélérer, parce que j'ai dit qu'on avait quand même que 5 minutes par actu, on y est déjà. Donc, il y a eu quelques annonces très concrètes pour avancer sur cette stratégie de cloud souverain, notamment la création d'un comité stratégique de filière numérique de confiance qui va être dirigé par Michel Paulin, patron d'OVH. Tout à fait, oui. Mais alors, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais. Parce que, alors après, vous savez, ces comités, alors c'est très bien. En fait, l'idée, c'est d'encourager véritablement les entreprises à adopter plutôt des solutions françaises, nationales, souveraines, voire européennes, plutôt que des solutions américaines. En tout cas, ça, c'est vraiment un signal fort. C'est-à-dire qu'en fait... stratégique avec à la tête un baron, on va dire, du cloud européen. Ça, c'est un signal fort. Il y a aussi un dispositif d'accompagnement pour les PME qui veulent acquérir ce label Secnum Cloud, donc de cloud de confiance à la française, et qui est très contraignant et qui donnait peu de chance jusqu'ici aux PME françaises. Mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que vous avez tout un tas d'examens à passer, vous devez faire valider pas mal de choses. Donc en fait, finalement, voilà, l'idée, c'est de pouvoir démocratiser les technologies françaises, parce qu'en fait, les Américains représentent aujourd'hui 70% en France des services vendus. Mais c'est incroyable. Donc, c'est incroyable. Non, mais c'est énorme. Non, mais ça veut dire que dans 70% des cas, on a nos données qui sont parties aux États-Unis. Mais en revanche, personne n'est revenu quand même sur les labellisations de sens et de bleu, Alain. Commentaire, vite fait. Très vite fait, mais effectivement, c'est un sujet. Ouais. C'est un sujet, c'est qu'aujourd'hui... Qui sont donc des alliances de grandes entreprises françaises avec des fournisseurs de cloud américains. Dont les avocats disent que ça ne suffit pas pour protéger les données. Voilà. L'alliance ne suffit pas. L'entreprise doit être franco-française, en tout cas européenne, mais si vous avez un bout d'un Google, d'un Microsoft ou d'un AWS, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est pas encore le discours du ministre. En revanche, c'était le discours de tous les gens qui étaient là. C'est-à-dire qu'en fait, de dire, donc effectivement, Sens et Bleu, en gros, c'est Microsoft et Google qui donnent leur technologie à Orange et à Thales pour faire du Microsoft et du Google en France. S'ils les donnaient, selon les lois françaises. S'ils les donnaient sans aucune condition, ça irait.
Le problème, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, un monsieur dont je ne me souviens plus du nom, mais qui était très très bien dans l'assistance, Ouais. qui m'a dit, là, on est en train de parler aujourd'hui de l'infrastructure. Donc, quand on parle de cloud souverain, on parle de l'infrastructure. Mais derrière, Il vous y a les allez services. utiliser... Mais oui, parce oui. que les entreprises, elles Alors, ne veulent bah, pas... justement, je propose, Yann, qu'on passe au deuxième sujet. On va donc parler de Microsoft qui revoit ses contrats de licence face à la pression de l'Union européenne qui commençait à enquêter sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles avec des clauses qui rendaient finalement difficile l'utilisation des logiciels de Microsoft sur des clouds externes concurrents. Voilà, exactement. Et alors, ça participait... Donc là, ça bouge déjà du côté de Microsoft. Oui, alors ça bouge, en fait, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire sur Bleu. Donc Oui. concrètement, le contexte est le suivant. Vous avez donc différents clouds, les clouds, et c'est donc dont Microsoft qui vend des logiciels, et jusqu'à présent, quand vous vouliez aller dans le cloud, en fait, et que vous utilisiez des logiciels Microsoft, mais tout le monde utilise Word et Excel, donc c'était plus avantageux d'aller chez Microsoft. Voilà. Et donc, c'était très cher. En fait, il y avait les gens qui possédaient des logiciels Microsoft dans leur entreprise, en fait, à un moment donné, voulaient jeter les ordinateurs et passer au cloud. Et là, on leur explique concrètement que les logiciels qui devaient durer 5 ans, en fait, la licence, en fait, ils devaient en racheter des nouveaux. Donc ça, c'était un vrai problème. Et donc, Microsoft a dit, bon, écoutez, d'accord, ok, on fait amende honorable. Maintenant, du coup, vous avez le droit de prendre les licences que vous possédiez sur site pour les mettre dans le cloud et pas forcément dans le cloud. Pas forcément de Microsoft. chez nous. Oui. En revanche, il y a une subtilité, c'est que vous pouvez le faire à partir du moment où ce sont des petits clouds. Ce sont des donc ce qu'on appelle des clouds privés. Alors, Autrement dit, ça ne marche pas si on va chez Amazon exactement. ou Google. Si vous allez C'est les chez grands concurrents de Amazon, chez Microsoft. Google, ça ne marche pas. Et si vous allez chez OVH, c'est pas sûr que ça marche. En revanche, ça marchera très bien si vous allez chez Bleu. Moi, j'ai Ça, y a pas de compris problème. quand même sur n'importe quel fournisseur de cloud européen. Bon, Alors voilà. à vérifier. Chez OVH, ils m'ont dit qu'ils étaient a priori contents, mais prudents, parce qu'ils attendent quand même de voir s'il n'y a pas une subtilité dans les petites lignes des contrats de Microsoft, parce que Microsoft est très, très fort pour écrire des... Je vais quand même faire réagir Anthony Bonbon sur cette question de la souveraineté numérique. Comment vous vous positionnez, vous, au milieu de tout ce débat ? C'est évidemment très important que la France puisse tirer son épingle du jeu. On a beaucoup de retard quand on compare aux États-Unis, mais encore plus presque comparé à la Chine. Et c'est important que les startups puissent elles aussi exister. Et OVH, c'est le parfait exemple d'une réussite française où les petits investisseurs du début sont à mon avis très contents de la situation. Il faut continuer à forcer. Le gouvernement, quelles que soient nos opinions politiques, joue le jeu et essaie de nous pousser vers le haut, les entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. En tout cas, là, on a des leviers qui vont être utilisés à la portée des PME françaises. On verra ce qui en ressortira, mais on ne peut pas parler totalement, effectivement, de revirement de doctrine. En tout cas, pas encore, il me semble. On va passer à notre troisième actu. Alors là, je voulais vous faire réagir sur Starlink, en fait, Starlink d'Elon Musk, de SpaceX, qui a mis un pied en France il y a un peu plus d'un an, c'était en mai 2021. Et donc on découvre qu'il y a quand même 6500 abonnés. C'est pas mal. À 90 € par mois. Bon, et on nous parle 50. aussi... C'est descendu à 50. 6500, c'est à 90. On nous parle aussi d'accords avec des opérateurs. Il y a T-Mobile qui commence à annoncer qu'il va permettre des connexions directes avec Starlink en 2023, je crois. Elon Musk laisse plus ou moins entendre qu'il réfléchit avec Apple aussi à proposer une telle... Est-ce que le satellite, en gros, est-ce que le satellite, c'est le nouveau must? Franchement, c'est un truc qu'il faut reconnaître à Elon Must, Musk. j'ai pas dit Musk. Oui. C'est un truc qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a réussi à déringardiser cette technologie de satellite, parce que donc le satellite... Avant, c'était lent, ça coûtait cher, et voilà, c'était vraiment quand on avait rien d'autre sous la main. Non, écoutez, j'ai vérifié. En fait, les offres satellites qu'on avait depuis très longtemps en France, Ouais. elles ne coûtent pas plus cher que ce que propose Elon Musk. Non, mais Alors en là, il a France, baissé ses prix aussi en France. Il non, est passé voilà, de 90 à 50 €. voilà, et en l'abonnement. fait, le satellite coûtait déjà 50 € en Ah oui. France. Oui, bon, et en plus de ça... Alors bon, après, c'est sur les kits, vous savez, vous devez Oui. acheter un kit pour... avec 480 € je crois, le kit. 480 € chez Elon Musk. Et en fait, en France, vous pouvez avoir un peu moins, un peu plus. Il y a 3 offres qui D'accord. existent. Bon, toujours est-il que il n'y a personne en France aujourd'hui qui a besoin de satellites.
et il a réussi à en vendre 6500 à, donc, du coup, au tarif de 90 €. C'est Mais ça en fait, il surfe sur la vague des mécontents de la Mais c'est pas DSL, vrai, parce c'est qu'il y en pas a vrai. plein des gens C'est qui... pas vrai que personne n'en ouais. a besoin, c'est pas vrai. Il y en a Moi, j'en plein ai qui ont... besoin. Moi, la fibre n'arrive pas chez moi, j'habite dans Paris. Voilà. Et Et la Orange est DSL venu 2 aujourd'hui, c'est fois pas pour satisfaisant. constater que non, il n'y a pas de fibre. Et la DSL, Ça marche pas. oubliez, quoi, Enfin, ça c'était au XXe siècle. Ouais, non mais peut-être, mais je suis désolé, mais c'est pas avec le satellite même de Elon Musk. Elon Musk, il a fait du satellite un peu l'iPhone. Hein. C'est Non, non, que super ouais, flinquant, c'est oui. magnifique, mais C'est mais honnêtement, ça va pas aller plus vite que. C'est pas vrai, parce que c'est pas le satellite qu'on connaissait avant, c'est les satellites qui sont en basse altitude. Il faut qu'ils en lancent des dizaines de milliers, des moyennes en Il faut quoi. savoir qu'on a des satellites européens. Il y a Eutelsat aussi qui a lancé un nouveau satellite super gros qui va permettre d'améliorer la couverture très haut débit. Oui, non, mais le En sujet n'est pas là. France- Le sujet est pas là. Si vous voulez vous équiper en satellite, jusqu'à présent, enfin jusqu'avant Starlink, il fallait prendre une belle parabole, bien la pointer et s'assurer que ça marche. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un petit machin, vous pointez à peu près et ça marche tout le temps. Donc, Et vous allez faire quoi? Vous allez le mettre sur votre balcon à Paris, le petit machin? Bah oui, Je pas sais le même choix. pas si la voirie est d'accord. Hein, mais... Sur le balcon, il n'y a pas de souci. Enfin, Ouais. c'est pas grand. Hein. Non, mais Donc, en fait, franchement, ne pas avoir de connexion à Paris. Honnêtement, non, mais faut appeler on a Orange de ma part. l'ARCEP, selon l'ARCEP, là, on est sur. Oui, on mais est voilà, sur il y a un 90%. effet quand même Il y a un effet. de mode d'Elon Exactement. Musk et Oui. voilà, qui a remis ça au Ouais, goût mais il y a du un vrai jour. besoin. Et un il vrai y a besoin. aussi un effet de mécontentement vis-à-vis des opérateurs qui, forcément, ne peuvent pas toujours assurer la bonne qualité de service. À mon avis, ça part aussi de ça. Hein. Et c'est très vrai. On enchaîne. On enchaîne avec Jean-Noël Barrot, donc, qui a dit qu'il ferait tout pour arriver à atteindre les 100 licornes en France en 2030. Tout, je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, c'est l'objectif qui a été fixé d'ailleurs par Emmanuel Macron à Vivatech au printemps. Est-ce que c'est bien de se fixer ces objectifs ou il faut arrêter avec ces objectifs quantitatifs finalement ? Je pense que c'est très politique de mettre des objectifs chiffrés. Les licornes, c'est pas forcément ce qui m'attire ou c'est pas notre obsession quand on se lève le matin. Ce qu'il faut, c'est qu'un maximum d'entrepreneurs créent des sociétés, même si c'est des petites sociétés à 20 millions, 50 millions, 100 millions. Ça crée de l'emploi, ça fait un mouvement de masse. Et 100 licornes, c'est rien quand on compare au nombre d'entreprises qui sont créées chaque année. Donc je préfère qu'il y ait 10 000 petites sociétés plutôt que 10 licornes, personnellement. Ça crée de la tendance. Le sujet, je pense que- Alors la licorne, on rappelle juste, c'est donc une start-up qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars. C'est parce que, grâce à des gens comme vous, n'est-ce pas, le financement en early stage devient de plus en plus facile. Et depuis quelques années déjà, hein, depuis la Startup Nation à peu près. Le sujet qu'on rencontre tous, hein, c'est comment on fait pour passer à vitesse supérieure. Enfin, je nous l'avais rencontré. Et c'est là qu'on a une sorte de zone grise, particulièrement en France, où c'est pas gagné. Et au bout du bout, pourquoi il n'y a pas de GAFAM européens? Et pour avoir des GAFAM européens, il faut passer par un 15 licornes. Et s'il y a 100 licornes, c'est même pas sûr qu'il y ait assez pour avoir un nouveau GAFAM européen ou BATX. Hein, les Chinois BATX et les Américains Mon GAFAM. œil et nous, droit rien. voit Yann. En désaccord. D'accord, je suis désolé, hein, je vais être d'accord sur rien ce matin. Non, en fait, le problème que nous avons, et je m'en suis rendu compte d'autant plus chez OVH, c'est qu'en fait, il nous manque des entreprises françaises intéressantes, des startups qui fassent quelque chose d'utile. On baigne dans des startups qui font des choses faciles à comprendre. Hein. Voilà, on fait de la fintech, on fait du métaverse, on fait de la blockchain. Ouais, on fait facile des à trucs, comprendre. Non, mais c'est grand public. C'est oh là là, ça a l'air Oui. génial. Non, mais c'est le pire, c'est quand on parle aux banques, ils sont ah oui, mais attendez, le métaverse, on va pouvoir faire des chatbots en 3D, c'est génial. Mais Oui. en fait, ça ne sert à rien. Ce dont Mais- nous avons besoin, ce sont des choses qui améliorent la logistique. Ce sont des choses qui vont améliorer donc la semaine dernière, j'ai vu une boîte que vous aviez déjà vue sur votre plateau qui s'appelle Biomemory. Oui. Des petits jeunes, des gamins qui sortent de Polytech, ils Ouais, ont ouais. inventé le stockage sur ADN. Bon, des gamins, ils sont plus jeunes que nous. Mais, fait de très, très mais longues on a études. plein. Nous avons plein en France de gamins, de jeunes qui sortent de ces écoles d'ingénieurs, qui ont inventé des systèmes absolument géniaux pour améliorer l'industrie, et c'est ce que disait d'ailleurs Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il disait, on est là pour le cloud, c'est de l'industrie. Il faut remettre ça dans l'industrie, et donc il faut que ça serve l'industrie. Il faut arrêter avec les startups qui font du parisianisme Bon, alors Yann, de mondain. Voilà. en exprimant votre désaccord, vous avez également grillé votre cartouche sur l'actu que vous vouliez commenter aujourd'hui, puisque vous l'avez évoqué. Oui. Vous vouliez nous parler donc de biomémorie avec Oui. le stockage Mais sur voilà, ADN. Donc ça, c'est fait. ça c'est fait. Eh bien, on passe à l'actu d'Alain. Moi, je voulais revenir sur l'annonce
sur l'annonce d'ailleurs à l'IFA, ailleurs donc le fabricant de lave-linge. L'IFA, c'est International Food-Ausstellung, donc c'est la grande messe grand public C'est le en Allemagne. CES en Allemagne, on va dire. Plus grand public, Ouais. moins tech. Mais voilà, Enfin. et très très grand. Très très grand. Beaucoup. Et en fait, ils ont annoncé que maintenant, on allait pouvoir non plus acheter son lave-linge, mais louer le package lave-linge, lessive et maintenance. Alors pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'on est toujours à la recherche de nouveaux modèles économiques. Et vous avez le modèle économique du gars qui vend des machines et puis il essaie de vendre un peu de maintenance. Et puis dans 5 ans, il prie pour que le gars rachète la même machine. Et à côté de ça, vous avez des gars qui vendent de la lessive et puis qui passent leur temps à faire de la pub pour que la lessive soit toujours achetée. Et lui, il dit, je verrouille le système en passant en mode abonnement, qui est le mode à la mode depuis déjà un certain nombre d'années. Donc je trouve ça très très malin. Au passage, il mélange hardware et consommable. C'est la lessive as a service. C'est machine plus lessive as a service. Ok. Machine plus lessive. Et là, je trouve ça extrêmement malin. Alors, ils n'ont pas dit quand est-ce qu'ils allaient le lancer, mais je trouve que c'est un move très intéressant de modèle économique. Bon, allez, je suis sympa. On va quand même redire quelques mots sur, Alors, sur le stockage sur ADN. Ou alors on peut parler de tout à fait autre chose parce Mais que non, parce qu'on n'a plus qu'une minute. Hein, quand on n'a même. plus qu'une minute. Alors moi j'ai parlé d'une autre start-up qui, selon moi, en fait, fait qui est dans le maker, qui n'est pas dans le système économique. Oui. Donc, c'est une start-up que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle ColorGrell. ColorGrell, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé en fait un système sur un iPhone qui permet, avec juste l'iPhone en fait, de évaluer exactement une couleur. Ils ont comme client L'Oréal, à qui ça rend un énorme service parce que, en fait, L'Oréal, ils vont vous faire un cosmétique, par exemple un rouge à lèvres, Rouge à un lèvres. rouge, et en fait, quand vous allez l'acheter, la boîte n'est pas le même rouge. Absolument. Voilà, et alors là, ça arrive. Je Ça arrive. confirme. Elle fait une Mais confiance. c'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc les couleurs ne sont pas les bonnes. Alors pour les alcools et tout, c'est pareil. Et en fait, eux, donc voilà, une start-up française de gens qui réfléchissent, qui sont dans le make, en fait, ont juste. Comment ça marche? L'iPhone Non. envoie un flash, Non. voilà, et le flash, en fait, vous faites une Oui. soustraction, vous avez exactement les codes Très couleurs. bien. C'était tout simple, c'est génial, et ça, on n'en parle pas. Ça, alors voilà, Eh ben- c'est pas. Et bien là, on en parle. Et ben C'est voilà. fait. Je voulais suis juste content. qu'on termine ce débrief sur de belles images de Line. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. Qui va peut-être prendre forme en Arabie Saoudite et qui est en tout cas un projet porté par le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ce serait la ville parfaite du futur, totalement éco-responsable, qui s'étale comme ça sur 170 km de long, mais seulement 200 mètres de large. Hein. Donc on va être tous dans des immeubles serrés les uns aux autres, mais il n'y aura pas de voitures, pas de routes, des espaces verts. Voilà, donc plein ça c'est le désert, hein. futur tel qu'on nous le vend, en plein désert, éco-responsable. Voilà, à suivre et surtout sur aussi toutes les données qu'on va pouvoir partager dans cette ville qui sera hyper connectée, bien entendu. Les Coréens ont fait pareil, pardon, et la ville est toujours vide. Hein. Bon, bah peut-être sans mieux, je ne sais pas. Juste après la pause, c'est une interview avec un autre projet à découvrir dans Smart Tech. Anthony Bourbon, cofondateur et CEO de Blast, le nouveau projet Blast, également de Feed, bien entendu, toujours. À vos côtés, Yann Serra, le grand reporter du Mag IT, Alain Staron, cofondateur d'Artifil, et nous a rejoint donc Frédéric Chenet, président, directeur général de Crypto Blockchain Industrie. Bonjour. Bonjour. Juste un mot sur Crypto Blockchain Industrie avant que vous n'en disiez plus. Société française, donc qui développe et investit dans des projets NFT, crypto-monnaie, blockchain bien entendu. En phase de lancement, un projet dont vous allez nous parler, qui est un monde virtuel, donc un métaverse, on va dire, mais c'est un métaverse de métaverse. Et je vous propose qu'on découvre d'abord la bande-annonce. Bah c'est joli déjà à voir. Merci. Donc l'idée, c'est, ça s'appelle Alphaverse, ça va ouvrir le 20 septembre, donc dans quelques jours. L'idée, c'est de construire un hub de métavers, c'est ça? Alors c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métaverse, c'est simplement au départ un monde virtuel. Et ça, c'est pas nouveau. La chose qui est la plus importante, c'est que sur Et c'est ce pas monde nouveau pour vous, parce que vous êtes Oui. un ancien dirigeant de Atari, donc vous connaissez bien ce monde du jeu vidéo. Et je le connais assez bien. Donc, le monde virtuel en soi, c'est pas nouveau. Oui. Ça existe depuis 20 ans. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on rajoute une couche de technologie, la blockchain, et c'est ça qui va faire toute la différence.
Donc ce qu'on fait la semaine prochaine, on fait une première ouverture pour les membres de la communauté, pour tester, parce que c'est quand même des mondes très complexes, donc on y va doucement. Les mondes virtuels, même si on l'ouvre un jour donné, on en a pour 5 ans, 10 ans de développement. Donc le plus important la semaine prochaine, c'est cette ouverture qui va permettre aux joueurs, aux premiers joueurs, de venir et de tester les fonctionnalités. Donc il va y avoir plusieurs univers qui vont être développés, dans lesquels on va pouvoir évoluer, et ils seront reliés entre eux, Voilà. c'est ça, par la blockchain. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette blockchain? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire-là? Voilà, le plus important avec cette technologie de la blockchain, c'est que vous avez en fait la possibilité pour les joueurs, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans les jeux traditionnels, la possibilité de posséder une partie de ce monde. Vous avez, ce sont les fameux NFT, vous pouvez avoir une partie du monde, vous pouvez créer des objets dans le monde, et vous les avez, ce sont les vôtres. Et vous pouvez non seulement les réutiliser et les vendre à d'autres joueurs en direct, voire les transporter dans d'autres métaverses. Donc en fait, c'est ça la révolution, c'est que vous avez, chacun peut venir avoir une sorte de portefeuille universel, créer ses propres objets digitaux et les faire évoluer. C'est impossible aujourd'hui puisque vous êtes dans un jeu, quel qu'il soit, mobile ou PC, vous êtes dans le jeu, vous ne pouvez pas transporter, voire posséder une partie de ce jeu. C'est ça qui fait toute la différence. Et donc, on va avoir des utilisateurs qui vont créer en fait ces objets, les vendre, des collections, et qui vont pouvoir les garder et les faire évoluer dans d'autres mondes. Donc on a véritablement une sorte de passeport Dans d'autres mondes, dans les mondes qui seront reliés à votre hub Alphaverse. Voilà, donc dans Alphaverse, on a un hub. Donc vous créez un écosystème. Voilà, donc en fait, dans Alphaverse, on a un hub qui est une sorte de plateforme place centrale, enfin c'est une très grande place centrale, comme vous avez pu le voir. Et dans cette place centrale, il y a en fait, je dirais, le best-of de chacune des expériences. Donc vous pouvez créer des communautés, vous pouvez télécharger des contenus. Et à partir de cette place centrale, on a créé tout autour une série de mondes qui offrent chacun une expérience beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus profonde. Mais on peut aussi connecter d'autres mondes. C'est-à-dire que si un tiers, quel qu'il soit, développe un autre jeu, un métaverse, on peut connecter. Et donc nous, notre objectif, c'est en fait d'agréger non seulement les mondes qu'on a développés, mais aussi les mondes des tiers. Comme ça, on aura plus d'opportunités, on offrira. Et cette agrégation, l'intérêt pour l'utilisateur, donc c'est de pouvoir transformer en fait ces titres de propriété dans d'autres mondes virtuels. Par exemple, si vous créez une collection, vous êtes par exemple un jeune artiste de musique, Ouais. vous voulez vous lancer, vous avez besoin d'argent, ce qu'on vous permet de faire, c'est de télécharger dans notre monde, dans une maison, un endroit que vous allez pouvoir réserver, toutes vos créations. Vous pouvez ensuite créer ces fameux NFT, lever de l'argent pour financer votre nouveau projet. Mais une fois que vous l'avez fait chez nous, vous pouvez les reprendre et les réutiliser dans des mondes, je dirais, qui sont compatibles. Donc on va faire en sorte d'avoir le maximum de mondes compatibles. Mais c'est ça l'objet du métaverse, c'est vous arrivez, vous créez vos propres contenus, vous les téléchargez, vous pouvez interagir en direct avec d'autres utilisateurs et ensuite emporter vos créations dans d'autres mondes. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Alors, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Si j'ai un NFT, aujourd'hui, je peux le revendre. Non, genre, je veux dire, vous ne pouvez pas le faire avec les mondes traditionnels ou les jeux traditionnels sur un téléphone ou autre. Si vous n'avez pas la blockchain, vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr. Alors, je signalais que vous étiez passé plusieurs années chez Atari. Quand je vous ai reçu dans Smartech, vous annonciez Atari Blockchain. C'était le lancement. Et puis, vous avez fondé Crypto Blockchain Industries. Les deux ont travaillé ensemble. Et maintenant, c'est séparé. C'est quoi? C'est compliqué de faire évoluer une marque comme Atari dans le nouveau monde de la blockchain? Non, mais je pense que chaque société a sa stratégie. Nous, on était initialement partis sur effectivement cette place centrale en connectant différents mondes. On s'est aperçu qu'il y avait besoin, si vous voulez, dans notre monde, d'avoir une certaine direction technologique. La nouvelle équipe avait d'autres priorités. Donc, à partir de ce moment-là, c'était plus intéressant que chacun, évolue sans chercher à interagir avec les autres. Et de toute façon, c'est un écosystème très large. Donc, c'est-à-dire il y aura d'autres opportunités. Là, en ce moment, tout se crée. Il va y avoir énormément de compétition et de concurrence. Est-ce qu'on n'est pas au début d'une bulle autour des métavers, là? La bulle a déjà un peu explosé il y a quelques mois et c'est très bien parce que ça a permis d'assainir le Web 3. Ouais. Maintenant, le métaverse, il y a des gens qui en ont peur. Moi, je suis très ouvert et on vit déjà dans des métaverses, en fait. Quand on est sur Instagram, on ne poste pas du tout la même vie que quand on est sur Facebook, quand on est sur LinkedIn, etc. Donc, l'humain est déjà très connecté avec son téléphone et le métaverse, c'est la prochaine étape. Et il faut aussi voir le côté positif, pouvoir faire des réunions en temps réel avec des personnes qui ne sont pas connectées, voir
sa famille, évidemment la propriété avec les NFT qui est en train d'exploser, d'être révolutionné. Je crois très fort dans le Web3. Bon, on va continuer à en parler dans Smart Tech de toute façon. Vos clients, à peu près, c'est qui? On est plutôt sur des clients, je dirais, jeunes, on va dire, maximum, enfin très peu. Mais des joueurs, des gamers plutôt? Alors vous avez un peu de tout. Il y a à la fois des joueurs qui sont effectivement intéressés par tout ce qui est les collections et les jeux. Vous avez des artistes ou des collectionneurs purs qui veulent absolument avoir le maximum de ces fameux NFT. Vous avez aussi des spéculateurs, puisqu'il y a eu des bulles, comme on disait. Donc, vous avez des gens qui sont uniquement là pour, OK, j'achète, je sais que ça peut valoir plus cher. Donc, vous avez un petit peu de tout. Ça fait déjà un public assez large. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Chenet, président directeur général de Crypto Blockchain Industry, pour nous parler de ce Alphaverse dans Smart Tech. On continue avec les métavers, avec Où va le web? C'est donc notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet qu'on peut appeler métavers, mais aussi Web3. Et aujourd'hui, c'est Côme Dubois qui va nous parler d'un projet de création d'un important fonds d'investissement donc dans ce Web3. Salut à tous. Le Web3 est devenu un nouveau terrain de jeu pour les entreprises et les milliardaires du monde entier. Et la France ne fait pas exception. Selon le journal The Block, le média de référence sur les crypto-monnaies, Bernard Arnault, dont la fortune est estimée à plus de 160 milliards d'euros, va lancer un fonds d'investissement de 100 millions d'euros dans le Web3 et les crypto-monnaies. Cette opération sera, selon toute vraisemblance, réalisée via la société de capital risque Agley Ventures et le groupe LVMH. Ce fonds d'investissement possède déjà une légitimité dans le monde de la finance. En effet, Agley Ventures soutient déjà des géants du numérique comme Airbnb, Netflix ou encore Slack. En juin dernier, il a aussi fait un premier pas dans l'univers des crypto-monnaies en participant à un tour de table pour la société française Flowdesk. Ce n'est pas la première fois que Bernard Arnault investit dans le Web3. Il a déjà investi plusieurs millions dans Ledger, le spécialiste français de la sécurisation des crypto-monnaies, via sa holding financière Agache. Si Bernard Arnault a toujours eu un intérêt pour les nouvelles technologies, il n'était pourtant pas très chaud à l'idée de s'engager dans le Web3. Dans une interview réalisée en janvier, le PDG de LVMH a en effet expliqué que son groupe était largement dans le monde réel et qu'il n'était pas intéressé par le fait de vendre des sneakers virtuels à 10 €. L'homme le plus fortuné de France n'a pas manqué de souligner les risques liés au métavers, rappelant l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Mais en quelques mois, le patron de LVMH semble avoir revu sa position et selon certains médias, ses fils n'y seraient pas étrangers. Avec Agley Ventures, le milliardaire pourrait investir massivement dans divers secteurs du Web3 en soutenant des startups tournées vers la fintech, la blockchain et les actifs numériques. Alors, Bernard Arnault qui met 100 millions d'euros, enfin qui s'apprête à le faire dans le Web3, une réaction? Je trouve ça très encourageant de voir que les anciennes fortunes ou les anciennes industries s'intéressent au Web3 et c'est un vrai appel pour les startups qui veulent se lancer, créer encore de nouvelles choses. Donc je suis ravi de voir cette nouvelle. Frédéric Chenet, vous devez être content aussi, j'imagine. C'est un bon signal. Et il a toujours prouvé qu'il était à la tête et en tout cas, il menait l'innovation. Il l'a fait il y a 20 ans dans la partie web, le Web 2, on va dire. Donc là, moi, j'ai aucune surprise, effectivement, de voir un investissement et j'imagine que c'est la première étape, qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Donc, Frédéric Chenet de Crypto Blockchain Industry, Anthony Bourbon de Blast et de Feed, Alain Staron d'Artifil et Yann Serra du Magaiti. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.